Scolariser un garçon, c'est construire sur le roc. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une société. Envoyer une fille à l'école, c'est construire tout un pays. Tous les enfants du Congo, on veut étudier. Tous les enfants du Congo, on veut aller à l'école. Petit garçon, je veux étudier. Je ne veux pas être Luna, je veux être petit pour ma société. Tous les enfants du Congo, on veut... Chers téléspectateurs de Télé 7, bonjour et bienvenue à ce premier numéro de votre magazine Bleu Blanc. C'est un magazine qui est essentiellement consacré au secteur de l'éducation. Vous aurez à découvrir tout ce que vous voulez en ce qui concerne l'enseignement dans notre pays. Et pour ces premiers numéros, nous allons parler un peu de l'actualité en ce qui concerne le secteur de l'enseignement avec les ministres de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, Maker Mwangu. Et pour ce qui concerne l'actualité, vous savez très bien que l'actualité qui prime au sein de ces ministères, c'est la publication des résultats de l'examen d'État édition 2013 et 2014. Et aussi, nous avons fait quelques petits reportages dans la rue pour essayer de voir un peu l'ambiance qui règne lors de la publication des résultats de l'examen d'État. Nous allons aussi vous proposer un extrait de la 3e édition du concours national de la dictée. Donc, c'est un peu ça, ce que nous allons parler durant cette émission. Merci encore une fois de plus pour votre attention. Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour Madame. Ça fait maintenant 2 ou 3 ans, nous sommes rendus compte que la publication des épreuves de l'examen d'État interviennent 3 semaines après la tenue. Qu'est-ce qui justifie cela? Et pourtant, jadis, il fallait mettre autant de mois pour avoir ces résultats. Qu'est-ce qui cache un peu ces secrets-là? Non, il n'y a pas de secret, c'est la technologie, l'informatique. C'est ce que nous avons utilisé. Nous avons acquis un logiciel qui nous permet de corriger dans un délai très court les épreuves, les items des candidats. Voilà, donc c'est ça, il n'y a pas de secret pour ça. Ce n'est pas 3 semaines, c'est même moins que 3 semaines. Voilà. Depuis un temps, ça fait même pas 3 ans, ça fait 4-5 ans que nous publions les résultats avant 3 semaines. Donc que ça devienne une norme, que ça soit normal, que ce ne soit pas un problème qui émeuve les gens, un problème qui fait que bon, on puisse en faire toute une histoire. Non, il faut que les résultats soient mis à la disposition des parents, des candidats à temps. Donc pour leur permettre de prendre une décision utile pour leur vie, soit aller à l'université, soit poursuivre les études à l'enseignement supérieur, soit même attendre ou travailler, pourquoi pas. Et quel est le taux de la réussite pour cette année? Cette année, nous prenons d'abord l'exemple au niveau de la ville de Kinshasa. Au niveau de la ville de Kinshasa, nous avons eu 120 000 candidats. Et sur les 120 000 candidats, on a eu 70 000 réussites, ce qui nous met autour de 58% de réussite. Par rapport à l'année passée, l'année passée, on a eu 54% de réussite. Donc il y a une légère amélioration. Bon, nous avons encore 42% d'échecs dont nous devons nous en intéresser. Ce qui est important ici, que j'aimerais quand même évoquer à l'endroit de vos téléspectateurs, c'est que pour la ville de Kinshasa, petit à petit, on est en train d'aller vers la parité, même au niveau secondaire. Parce que sur les 58% qui ont réussi, vous avez 58% de garçons et 59% de filles. Ce qui est très intéressant, c'est que sur les 70 000 réussites que nous avons eues, nous avons 58% de garçons et 59% de femmes. Voilà, donc, et ceux qui se sont présentés à l'examen d'État, sur les 120 000 candidats, vous avez presque 61 000 candidats garçons contre 58 000 et quelques filles. C'est que petit à petit, les phénomènes que nous rencontrons, que nous connaissons au niveau primaire, et où nous avons beaucoup plus de filles à l'école et de garçons, petit à petit, nous sommes en train d'aller vers une parité au niveau secondaire. Ce qui, pour la ville de Kinshasa, est une très très bonne chose. Donc nous devons pousser encore une fois pour que les parents acceptent de garder le plus longtemps possible leurs filles à l'école, même au niveau secondaire.
Ils viennent de différentes écoles de la commune de Ngaliema, ces finalistes qui viennent de rompre avec le cycle secondaire. Pour ce grand jour, ils se sont donné rendez-vous ici à l'UPN pour fêter l'heureux événement. Ici, c'est sans des accolades, là-bas on s'asperge de poudre, les tout sous la bruyante musique de maison de commerce de ce terminus. L'endroit est bien choisi pour ces finalistes pour exploser de joie. Aussi, ils ont des mots justes pour exprimer leur joie et leur gratitude à l'endroit de leurs encadreurs. Je remercie notre promoteur, plein de félicitations et aujourd'hui, voilà les résultats. Et ce qui me fait encore beaucoup plus de la joie, c'est presque tous les membres de mon option qui ont obtenu au-dessus de 65. Il n'y a pas vraiment des élèves qui ont obtenu des 50, quelque chose comme ça. On est vraiment content. Je suis vraiment très émue de prendre mon pourcentage, je suis sur 69%. Je ne m'attendais pas. Parmi eux, il y en a qui reconnaissent la main divine. Ce garçon, reconnaissant, remercie Dieu sans le concours de qui sa réussite ne serait possible. On est vraiment très contents, on remercie Dieu parce que les autres n'ont pas pu réussir. Moi, il m'a fait très grâce d'avoir ces pourcentages. Contrairement à la demande du gouvernement provincial, ces finalistes n'ont pas respecté le mot d'ordre. Ils sont passés outre en louant les taxis à bord desquels ils s'illustrent par des vacarmes et autres débordements de joie, chose interdite par l'autorité urbaine. Et vous avez publié juste pour la province de Kinshasa, à quand pour les autres provinces? En tout cas, l'option que nous avons prise, c'est qu'après la ville de Kinshasa, 2-3 jours après, on doit publier une série d'autres provinces. Et nous avons mis comme objectif, avant la fin du mois de juillet, en tout cas toutes les provinces soient publiées, qu'on ferme le Centre national de correction. L'année scolaire s'est clôturée officiellement le 2 juillet dans toutes les écoles du pays. Comment avez-vous réussi à réorganiser les calendriers et combler les écarts des années passées? Oui, en ce qui concerne les calendriers scolaires, donc au début, à partir du mois de mars, nous commençons, mars de chaque année, nous commençons des réunions avec tous nos partenaires. Donc, ceux qui gèrent les écoles privées, les écoles conventionnées, catholiques, imbangis et autres, musulmans, protestants. Donc tous, nous les réunissons avec nos collaborateurs pour commencer à préparer déjà les calendriers scolaires de l'année suivante. Et nous faisons tout pour que avril, mai, au plus tard, que ces calendriers soient disponibles et mis à la disposition de tout le monde, de tous les partenaires, pour qu'à la rentrée scolaire, tout le monde se mette au travail. C'est ça, donc nous travaillons vraiment en partenariat. C'est ce qui nous permet, j'ai oublié nos amis syndicalistes parce qu'ils participent aussi comme partenaires dans l'élaboration du calendrier scolaire. Donc nous le faisons ensemble, ce qui fait que le suivi de ces calendriers, nous devons faire ça ensemble, nous devons tout le temps l'évaluer aussi ensemble. Donc là, par exemple, pour l'année scolaire 2014-2015, le calendrier est déjà disponible. La date pour la rentrée scolaire est connue, c'est le 8 septembre 2014. Même, je n'ai pas de date en tête en ce qui concerne les TENAFEP, l'examen d'État de l'année prochaine. Tout est déjà connu et tout est mis déjà à la disposition de tous les gestionnaires du système. Messieurs les ministres, quel est le niveau de l'enseignement aujourd'hui dans notre pays? Oui, c'est une question qui interpelle tout le monde et qui nous interpelle nous-mêmes en tant que responsables, nous qui avons reçu une mission du président de la République, du gouvernement et de la communauté pour gérer ce secteur. Le problème de la qualité est très important et nous interpelle tous. Mais nous ne pouvons pas nous poser juste la question, examiner, faire un constat que la qualité est en baisse. Nous ne pouvons pas juste constater ça. Nous, à notre niveau, nous devons considérer ça comme un défi que nous devons relever. Et comment faire pour que la qualité de l'enseignement réponde aux attentes de notre communauté? Et pour ça, donc, nous mettons en place un ensemble de mécanismes. Il faut fournir les manuels scolaires qui doivent être considérés comme des référentiels. Et ça, nous sommes en train de faire tout pour qu'au niveau, du moins au niveau de l'école primaire, qu'on n'ait pas un manuel pour 3-4 élèves. Non. Notre objectif, c'est avoir un manuel pour un élève. Et à côté de ces manuels, nous devons avoir des guides pédagogiques. Tous les enseignants doivent avoir des guides pédagogiques pour ces manuels. Au niveau primaire, nous sommes en train de le faire. Et ce que nous devons fournir aussi, c'est le matériel didactique. Au niveau de chaque école, nous devons avoir les matériels didactiques. L'enseignant doit enseigner avec les matériels didactiques. Mais là, je mets une parenthèse pour demander aux gestionnaires que le matériel didactique, on ne doit pas tout attendre du gouvernement. On peut même
faire participer les élèves pour acquérir les matériels didactiques. Imaginez un peu qu'on demande comme devoir à domicile aux élèves d'amener chaque élève amène sur un papier blanc la carte de l'Afrique ou la carte de la RDC. Mais les élèves, en rentrant à la maison, ils vont tout faire. Ils vont contacter leurs aînés, ils vont contacter les oncles, les tantes et autres pour dessiner la carte. Et c'est lui qui améliore, qui amène une carte de bonne qualité. Et cette carte peut être affichée au niveau de l'école, affichée dans la salle de classe et servir de matériel didactique. Donc il ne faut pas qu'on attende tout de l'État. Les moyens sont limités. Donc nous tous, nous devons déjà au niveau de l'école produire les matériels didactiques. Voilà, donc et nous sommes en train de tout faire donc, pour que nous résolvions les problèmes de matériel didactique. Un autre problème important dans l'amélioration de la qualité, c'est la formation même des enseignants. Les enseignants ont la formation qu'ils ont. Nous disons, voilà, nous les prenons tels qu'ils sont, mais nous devons améliorer la formation continue. Nous devons suivre l'enseignant là où il est pour lui assurer une bonne formation. Et voilà pourquoi nous sommes en train de multiplier à travers le pays les centres de formation. Et nous sommes en train d'acquérir, même à partir de l'année prochaine, nous allons commencer avec quelques provinces pilotes, les iPads. Et chaque iPad avec un projecteur. Et au niveau de chaque iPad, nous aurons la bonne leçon, la bonne pratique des classes et la mauvaise pratique des classes pour permettre petit à petit à nos enseignants d'améliorer leur pratique des classes. Ici à Kinshasa, nous l'avons déjà fait, à Kingasani, où nous avons un centre de formation des enseignants. Nous aimerions que les chefs quartiers et les autres aussi s'impliquent pour préserver cet outil que nous avons mis à Kingasani, pour permettre à ce qu'on assure une bonne formation continue des enseignants. Un autre centre que nous venons d'ouvrir, c'est à Kasangulu, pour nos amis du Bas-Congo. Et nous allons ouvrir ce centre un peu partout, pour permettre la formation continue de nos enseignants. Voilà comment nous pouvons petit à petit améliorer la qualité. Et un autre élément important que nous pouvons aussi évoquer, c'est l'implication des parents. Imaginez un peu que chaque enfant qui rentre à la maison, les parents, quand il arrive à la maison, ils demandent à l'enfant de lui donner ne fût-ce que sa note, ses cours, qu'il vérifie ne fût-ce que ce qui est écrit dans les cahiers de l'élève, ne fût-ce que ça. Il va se poser des questions, il peut discuter avec son enfant qui est l'élève, et peut-être s'il trouve quelque chose qui cloche, s'il constate que son enfant, nous sommes déjà par exemple au mois de février, au mois de mars, l'enfant qui vient de commencer la première primaire, l'enfant n'arrive toujours pas à distinguer les A, des B, des C, des L. Mais il peut aller à l'école pour demander à son enseignant comment on ne peut pas, mon élève qui vient de parler que j'ai payé les frais scolaires, comment nous sommes déjà au mois d'avril, nous sommes déjà au deuxième trimestre, l'enfant n'arrive toujours pas à lire. Ah, ça interpellerait l'enseignant, ça interpellerait le chef d'établissement, ça interpellerait l'inspecteur qui passe par là, et ça nous mettrait, alors donc on considérerait peut-être cet élève comme un outil pour nous, pour que nous arrivions à lui donner le matériel, la formation qu'il faut, et l'enfant va améliorer la qualité, va améliorer sa lecture. Donc voilà comment nous pouvons travailler. Je crois que ça peut nous permettre d'atteindre de bons résultats si tout le monde met la main à la pâte. Parlons justement de ça. Et il y a beaucoup d'innovations qui ont été réalisées au sein de votre ministère, entre autres la proclamation de meilleures écoles du pays. Alors, ne pensez-vous pas que cette cotation sera en défaveur des écoles qui ne seront pas bien cotées? Même au niveau du ministère, nous nous sommes posé cette question pendant longtemps. On s'est dit, parce que l'idée a germé, ça fait 2-3 ans. On s'est dit, bon, comment on va faire pour que nous arrivions quand même à publier les palmarès des écoles. Mais après, on a dit, bon, abordons la question différemment. On dit, bon, alors, une fois qu'on dit que vous êtes dernier, est-ce que c'est une condamnation? Ah non, nous ne considérons pas ça comme une condamnation. Au contraire, nous considérons ça comme un message qui nous est envoyé. Comme ça, nous-mêmes, nous allons voir quelles sont les écoles qui ne présentent pas les bons résultats. Ces écoles deviennent pour nous une cible sur laquelle nous devons nous concentrer pour que cette école améliore les résultats. Donc, ce n'est pas une condamnation, c'est une innovation qui permet à ce que tout le monde se mette à la pâte. L'enfant qui amène son enfant dans une école qui est classée dernière. J'ai toujours dit, hein, souvent j'aime bien le dire, moi-même, à l'école primaire, il y a des moments où je sortais dernier de la classe. J'aimerais bien le dire.
dernier de la classe. Mais heureusement que quand je rentrais à la maison, mon père inspecteur ne me condamnait pas. Il disait, ah non, bon, il y a peut-être un enseignant où il demandait que j'ai une formation accélérée ou que j'ai quelqu'un à la maison ou bon, qu'il me donne des livres, bon, qu'il soit assez sévère ou assez regardant vis-à-vis de ma formation. Et ça m'a aidé. Je suis allé à l'université, j'ai été refusé, j'aime bien le dire, refusé à l'université, mais ça ne m'a pas découragé. Donc on ne peut pas considérer l'échec comme une condamnation. Non, au contraire, c'est les efforts. Et nous devons nous mettre à côté de cette école pour que l'école se relève. Mais il faut dire la vérité. Il faut dire que telle école est première, que telle autre est dernière. Il faut que tout le monde le sache. Si l'école est prête à publier les résultats au niveau des élèves, pourquoi elle-même ne peut pas être jugée? Pour nous, c'est un jugement que le ministère, le regard que nous avons vis-à-vis de cette école, et c'est important. Et ce regard nous permet maintenant de concentrer nos efforts sur les écoles qui ne présentent pas les bons résultats. Parmi les innovations, nous voyons aussi le projet de réhabilitation et de la construction, de la reconstruction plutôt des infrastructures scolaires. Où en êtes-vous aujourd'hui? Combien d'écoles ont déjà été réhabilitées et il vous en reste combien? Il y a quelques années, nous avons reçu une instruction du président de la République qui demandait à ce qu'on ait une norme, qu'on ait des écoles qui présentent la même norme à travers toute la République. Et ce projet a été discuté au niveau du gouvernement et le gouvernement a pris l'option donc de mettre à notre disposition 100 milliards de francs congolais. Mais tel que le projet fonctionne, je pense que Son Excellence le Premier ministre acceptera que le gouvernement nous octroie beaucoup plus de ressources pour atteindre les 1000 écoles quand on sait que la moyenne pour les coûts moyens d'une école, c'est autour de 130, 140 millions de francs congolais. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train de finaliser la première phase, qui était de 500 écoles. Et au niveau des 500 écoles, nous avons donc plus ou moins 480 chantiers qui sont ouverts. Il nous reste une vingtaine qui ne sont pas ouverts parce que peut-être problème d'accès et autres que nous sommes en train de régler. Dès que nous terminons d'ici là la première phase, on commence la deuxième phase. Nous avons déjà reçu des gouverneurs de province le deuxième lot de 500 autres écoles et nous pensons que le projet évolue normalement. Le concours national de la dictée s'inscrit aussi parmi les innovations. Elle est d'ailleurs à sa 3e édition. Quel est l'objectif poursuivi? Oui, il faut améliorer la lecture, qu'on ait un esprit de compétition entre nos enfants, entre nos élèves et entre les provinces. J'étais dernièrement avec le gouverneur du Sud Kivu qui est très content. Vous voyez lui-même se déplacer pour aller accueillir les petits-enfants qui viennent d'ici parce qu'ils ont ramené au Sud Kivu les trophées. Vous voyez, ça fait plaisir. Et pour les parents, ça incite les autres parents, les autres provinces à se mettre à la page. Donc nous voulons quand même créer cet esprit vers plus de lecture, vers plus d'écriture, parce que c'est la maîtrise de l'écriture, c'est la maîtrise de la lecture qui permet à l'enfant de se mettre au pas, d'acquérir facilement les apprentissages, les leçons, de retenir les leçons qu'il reçoit à l'école. Et nous sommes contents que le gouvernement finance régulièrement cette action, ainsi que les différents sponsors qui nous accompagnent dans la réalisation de ces projets, qui va continuer chaque année, donc on aura une dictée nationale. Au total, 44 candidats alignés au départ. La jeunesse, c'est les titres du texte qu'ils doivent écrire sans faute en respectant les normes de la phraséologie. Après la dictée, 10 candidats ont été retenus comme meilleurs pour cette 3e édition. Et puis Mogoli, élève de 5e année du collège Alpha Géré de Bukavu, est première. Devant la caméra, elle explique les stratégies qui lui ont permis de remporter les prix. En fait, mes encadreurs, maman et tout le monde m'ont appris à écrire rapidement, correctement, sans faute et sans rature. J'aime beaucoup la lecture. Papa a dit qu'en vacances, on va commencer à m'amener à la bibliothèque. Comme ça, je prends des livres et puis je fais la lecture. Prenant la parole pour la circonstance, Maker Mango, ministre de l'EPSP, a pris soin de féliciter les lauréats avant de rappeler l'objectif de ces concours. Vise la maîtrise écrite de la langue française. Le ministère cherche à rendre les élèves capables de l'écrire sans faute. Un son de la langue française, un son de la langue nationale et locale, une syllabe
La dictée demeure d'abord l'exercice d'entraînement par excellence, en vue d'acquérir la maîtrise de l'orthographe. Le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel promet d'étendre ce concours dans chaque province. Il annonce beaucoup d'autres initiatives prévues, toujours dans l'objectif de promouvoir l'éducation dans notre pays. Pensez-vous faire autre chose en dehors de la dictée? Bon, si vous avez des idées à nous proposer, vous pouvez toujours les faire. Nous, ici au ministère, nous fonctionnons comme un laboratoire. Toutes les idées sont mises d'abord en moule, on discute et on évalue et on avance. Il ne faut pas que de temps en temps qu'on ait l'impression que c'est pas une personne seule qui décide de ce qui doit se passer. Si par-ci par-là nous ramassons certaines idées, nous les mettons donc au niveau du ministère pour discuter, voir l'opportunité d'une telle ou telle idée et puis après on avance. Tout récemment, vous étiez à Bruxelles pour accompagner le Premier ministre à l'occasion de la réunion pour la mobilisation des ressources en faveur du partenaire pour l'éducation. Quelles en sont les retombées? Oui, d'abord, nous, en tant qu'RDC, nous devons en être fiers. Nous devons être fiers que la communauté mondiale comprenne que les efforts qui sont faits au niveau de la RDC, à un plus haut niveau, au niveau du président de la République, qui prend l'éducation d'abord comme une priorité, et les efforts qui sont faits pour la mobilisation des ressources au niveau interne. Le budget de l'éducation est devenu aujourd'hui le premier poste budgétaire. L'éducation est devenue le premier poste budgétaire dans un contexte de difficultés, un pays post-conflit. Et la mobilisation des ressources au niveau intérieur nous a permis de mobiliser aussi des ressources au niveau international. Et le Congo devient donc un modèle. Et vous avez suivi le Premier ministre qui a été désigné comme parrain donc, mondial de l'éducation. Ce sont des exemples. Les retombées, c'est quoi? C'est l'exemple et les responsabilités au niveau interne. Nous devons être à même de continuer à bénéficier du regard de la communauté internationale, mais en faisant des efforts au niveau national. Donc, les ressources, mobiliser beaucoup plus de ressources. Je sais que pour le budget 2015, de 16, on va encore accroître, d'après les échos que nous avons déjà dans la préparation du budget 2015. Et au niveau international, je sais que beaucoup de choses sont en train d'être faites pour qu'on nous permette d'accéder à beaucoup plus de ressources et petit à petit améliorer donc l'accès, la qualité et la gestion du système éducatif congolais. Et lors de cette réunion, la RDC était comptée parmi les pays modèles en ce qui concerne l'éducation. Quel est votre sentiment en tant que ministre des tutelles? Non, ça ne peut qu'être un sentiment de joie et de responsabilité. Donc, continuer à travailler avec le gouvernement tel que le gouvernement le fait aujourd'hui. Je crois qu'il n'y a que ça que nous pouvons faire. PIE, plan intérimaire de l'éducation, ces projets qui visent l'amélioration de la qualité de l'enseignement dans notre pays, qui a été lancé il y a quelques années. Vous pouvez un peu nous parler de ça et où en êtes-vous aujourd'hui avec ces projets-là? Le plan intérimaire de l'éducation, c'est un plan d'opérationnalisation de notre stratégie. Vous savez, c'est vrai que quand nous discutons souvent avec l'opinion, on pense beaucoup plus à l'examen d'État. Nous, au niveau du ministère, modestement, on ne considère pas la publication des résultats de l'examen d'État comme quelque chose de phare. Pour nous, ce qui est important, c'est la loi qui est sortie, c'est la stratégie qui nous permet de poser les jalons, faire un diagnostic de notre système éducatif, voir les forces, voir les faiblesses et voir maintenant comment ces faiblesses peuvent être transformées en défis et qu'est-ce que nous pouvons faire pour résoudre les problèmes de notre système éducatif. Je crois que c'est ce qui est très important. Et grâce à cette stratégie, donc, nous avons mis en place maintenant un plan intérimaire qui a été accepté, endossé par nos partenaires extérieurs, accepté par le gouvernement et endossé par les partenaires extérieurs, qui pose des problèmes assez simples. Comment faire pour amener beaucoup plus d'enfants à l'école? En posant ce problème le problème de la gratuité. Comment faire pour étendre le processus de la gratuité? Même si aujourd'hui on peut polémiquer autour de la question de la gratuité, ça nous a permis quand même quelque part dans certains coins de la République d'amener beaucoup d'enfants à l'école. Aujourd'hui, les taux d'admission au primaire, en première année primaire, nous sommes à 133% pour 2013. 133%. C'est que le système est en train de recevoir les enfants qui n'avaient plus de chance de revenir
dans les secteurs. Au niveau de la qualité, donc, je vous ai parlé, et même plutôt revenir au niveau de l'accès, la construction de toutes ces écoles. Les projets 1000 écoles, c'est pour permettre à ce que nos enfants étudient dans de bonnes conditions, en mettant l'accent sur les latrines, filles, garçons, et on a constaté qu'avec ça, l'accès s'améliore surtout pour la jeune fille. Au niveau de la qualité, donc, je vous ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour la formation de nos enseignants? Mettre l'accent sur la formation continue, transformer certaines écoles en écoles techniques et professionnelles pour permettre à la RDC d'avoir des ouvriers qualifiés. Et nous avons commencé le processus dès l'année scolaire 2013-2014 et nous sommes en train d'attendre un financement assez important de nos partenaires extérieurs pour nous accompagner dans ce processus de transformation. Et puis la gestion même du système, je crois que là aussi, le plan intérimaire a dit comment nous pouvons mettre l'accent sur les bureaux gestionnaires, toutes ces structures qui entourent l'école, qui doivent, au lieu d'étreindre l'école, mais améliorer, donner une chance à l'école de bien fonctionner. Voilà comment nous sommes en train de fonctionner, de mettre en œuvre les plans intérimaires de l'éducation dont vous avez parlé. Quand vous étiez en train de répondre à cette question, vous avez parlé de la gratuité de l'enseignement qui tarde toujours à être effective à Kinshasa et à Lubumbashi. Qu'est-ce qui justifie cela? Bon, il y a plusieurs paramètres. Le pays est un, mais le pays ne présente pas les mêmes conditions. Voilà pourquoi Kinshasa et Lubumbashi présentent quand même des particularités que nous devons examiner. Il ne faut pas que nous prenions des mesures pour le prendre. Il ne faut pas que ces mesures aient des effets pervers qui détruisent même le peu de résultats ou quelques résultats que nous avons déjà dans les systèmes. C'est pourquoi nous avons commandé une étude que nous sommes en train de réaliser avec nos amis de l'UNICEF. Et l'étude aujourd'hui est terminée, disponible. Et nous pensons maintenant, grâce à cette étude, elle va nous dire quelles sont les différentes mesures que nous pouvons prendre pour non seulement étendre la gratuité à Kinshasa et à Lubumbashi, mais aussi avoir une gratuité totale. Parce que jusqu'à aujourd'hui, la classe de la 6e année primaire n'est pas encore gratuite. Vous avez aussi un projet, 0 enfant, à l'âge d'être scolarisé en dehors de l'école. Comment ça avance un peu ces projets-là? Le projet de la classe 0. Voilà. Oui, la classe 0, c'est parce que nous avons un taux de fréquentation au préscolaire. Combien d'enfants fréquentent les préscolaires, c'est-à-dire ce qu'on appelle couramment ici école maternelle? Voilà. Quel est le taux de fréquentation de nos enfants dans les préscolaires? On constate que nous sommes aujourd'hui entre 3 et 4%. Ce n'est pas normal. Or, les études prouvent quand même que quand l'enfant est pris en charge dans le préscolaire, cet enfant a beaucoup de chances de poursuivre facilement ses études jusqu'à aller beaucoup plus loin, à aimer l'école et aller beaucoup plus loin. C'est pourquoi nous avons une obligation de tout faire pour commencer à prendre cet enfant dès les bas âges. D'où le projet de constituer, à côté de ces 6 classes que nous avons, la classe 0. C'est la classe 0 qui va recevoir les enfants qui ont 5 ans. Et ça sera comme ça sur toute l'étendue de la République. Ça va nous permettre d'améliorer non seulement le taux, mais de permettre aussi la scolarisation de nos enfants, d'avoir des enfants qui entrent à l'école et qui n'abandonnent pas l'école, parce qu'ils seront déjà habitués à l'école dès les bas âges. Vous avez passé pratiquement 5 ans à la tête de ces ministères. Si vous arrivez de partir, quel sera votre regret? Regret. Le regret comme ministre, oui, au sein de ces ministères. C'est une question très très difficile que vous me posez, madame. Là, je ne sais pas. Il faut utiliser chaque minute, chaque temps qu'on a au service de ce ministère. Voilà. Donc, et chaque minute qu'on a, on essaie de faire un effort pour répondre, suivre les instructions du président de la République, suivre les instructions du Premier ministre, les décisions du gouvernement. Voilà c'est la mission que nous avons. Voilà. Et à tout moment, nous devons réfléchir comment rendre ce service. Si on ne l'est pas, on ne l'est pas, c'est fini. Si on n'est plus à la tête de ce ministère, on ne pensera plus à ça, c'est clair. Et on sera là en train de réfléchir en tant que citoyen, comment contribuer à l'amélioration de notre système éducatif par des études, grâce à l'expérience que nous avons peut-être accumulée ici. Peut-être. Vous n'aurez pas un peu ces regrets-là, du fait que peut-être beaucoup de projets que vous avez initiés
au sein de ces ministères qui sera peut-être oublié ou pas, qui n'est pas continuité? Non. On fonctionne ici en équipe. Je sais qu'au niveau de l'administration, de l'inspection, du secrétaire général, en tout cas, on travaille en équipe. Et nous savons que maintenant que nous avons une stratégie, nous avons un plan intérimaire et les concours de nos partenaires, beaucoup de choses peuvent évoluer, il n'y a aucun problème. Nul n'est indispensable. Et un mot de la fin pour clôturer cette émission. Merci beaucoup pour cette opportunité que vous nous offrez pour que nous arrivions à nous adresser à vos téléspectateurs. Les remercier pour le concours, pour leur appui au secteur de l'éducation. Il ne faut pas qu'ils se fatiguent, il faut qu'ils continuent à aider le gouvernement, à contribuer à l'action du gouvernement pour améliorer le système éducatif congolais. Sans éducation, en tout cas, il n'y a pas de développement. Aucun pays dans le monde ne s'est développé s'il n'a pas mis l'accent sur l'éducation de ses enfants. Ce n'est pas possible. Il n'est pas envisageable de penser au développement si on n'a pas vraiment des ressources humaines qui prennent en charge le développement de ce pays. Et là, donc, c'est un travail qui doit se faire aussi d'une manière générationnelle. C'est-à-dire les générations montantes doivent tenir la main à ceux qui viennent en leur donnant le plus possible de formation, en leur donnant le plus possible d'expérience qu'ils ont déjà accumulées parce qu'ils sont âgés, pour permettre à ceux-là de prendre en charge notre pays, les Congo que nous aimons beaucoup. Nous vous remercions, mais aussi tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. Nous allons nous retrouver la prochaine fois pour un nouveau numéro de votre magazine. Scolariser un garçon, c'est construire sur le roc. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une société. Envoyer une fille à l'école, c'est construire tout un pays. Tous les enfants du Congo, on veut étudier.